j'ai discuté avec des centaines d'entrepreneurs, enfin j'en ai reçu des dizaines dans mon podcast, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, leur point commun de ceux qui ont vraiment des résultats de fou, c'est pas ceux qui ont toutes les réponses, t'as jamais toutes les réponses et que de toute façon tout est évolutif et que c'est tellement le bordel et chaotique que de toute façon les cartes sont rebattues tout le temps. Par contre, c'est des gens qui ont toujours les questions les plus intelligentes et qui se posent toujours les bonnes questions. Et vraiment, l'entrepreneuriat, c'est pas le game d'avoir les réponses, c'est le game de se poser les bonnes questions et de se poser la question de ok, maintenant que j'ai cette question-là, qu'est-ce que je fais dans l'action maintenant concrètement pour aller chercher des éléments de réponse. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon alors aujourd'hui, gros enjeu pour moi puisque je reçois sur mon podcast le mec qui anime mon podcast préféré. Donc en gros, il faut que je sois à la hauteur. Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça me fait super plaisir. Mais t'es beaucoup trop modeste parce que tu sais que tu fais 3 fois mes écoutes. Je fais du YouTube depuis un moment, c'est pour ça que ça marche bien. Mais toi, tu me disais que YouTube est en train de cartonner, donc c'est la tu folie. me disais ça. C'est folie YouTube, folie. Meilleur move, mais vraiment meilleur move par contre d'avoir passé ce cap-là de l'audio vers la vidéo avec une vraie production en studio et tout. Incroyable. On a doublé notre nombre d'écoutes mécaniquement par ce move-là, quoi. Ouais, mais c'est extrêmement quali et ce que j'adore, c'est t'invites que des gens de l'écosystème. En gros, les gens que t'invites, je les connais presque tous individuellement, et t'arrives à leur faire sortir des trucs que t'arrives à leur faire sortir vraiment des pépites et je trouve ça dingue. Il y a Sixtine récemment, il y a Kevin qui est passé chez toi, il y a Shubham aussi que je connais un petit peu, et à chaque fois t'arrives à leur faire sortir des trucs de ouf, et j'ai vraiment l'impression que t'enregistres une conversation entre potes, et ça pour moi c'est le graal d'un podcast, tu vois. Podcast trop sérieux, j'y crois pas en tout cas. C'est exactement pour ça que je viens, moi, c'est pour avoir une discussion avec un pote que j'ai rencontré à un concert de Bring Me The Horizon. C'était exactement, putain, c'était mon premier truc. Tu vois comme quoi. Alors, il faut raconter cette rencontre. Comment on s'est rencontrés? Vas-y, je te laisse recontextualiser. Ah, est-ce que je peux te faire vraiment mon contexte à moi, mon vécu? Alors, on va au concert de Bring Me The Horizon. À savoir que moi, ça fait, je ne bois plus du tout d'alcool, donc j'étais parfaitement sobre, tout allait bien. Donc, et Bring Me The Horizon. Ce qui n'était pas mon cas. Si c'était pas ton cas, alors toi t'étais ivre mort. Non, abuse pas. Non, mais ça a été d'ailleurs, justement, ça a été extrêmement succinct parce que, en fait, moi, le truc qui se passe, c'est que je suis au concert, tout se passe bien, etc. On est dans les gradins. Encore une fois, je bois pas, donc je suis complètement sobre, donc je suis parfaitement lucide. Mais il se passe que derrière moi, il y a deux zozos qui, eux, n'étaient pas au pinacle de leur lucidité. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Il y a deux zozos qui sont derrière, qui sont en forme, tu vois, et qui commencent à crier Oli, le nom du chanteur, Oli Sykes, qui a un charisme de malade. Tu me parles d'éloquence, tu me parles de charisme, de prestance, incroyable. Et au bout d'un moment, c'est relou. C'est-à-dire que vraiment, entre les chansons, pendant les chansons, tu les entends beugler, mais vraiment beugler comme des bovins, quoi. C'est un peu relou. Donc je leur dis une première fois, une deuxième fois, troisième fois, je commence à être un peu plus ferme. Juste parce qu'en fait, tu nous gâches le moment, en fait. Enfin, tu peux t'amuser, mais voilà. Et je les entends, et j'en entends un des deux qui commence à pester derrière moi. Mais vraiment en mode qui commence à me parler, à parler mal parler de ma compagne, à mal me parler, etc. dans mon dos. Au bout d'un moment, c'est un peu relou, donc je me retourne. Et vraiment, j'ai vu ce que c'était l'enfantillage. J'ai renoué à ce moment-là avec la candeur du mec qui, tu vois, 25 ans passés, veut se battre pour absolument rien. Et là, je me suis dit, ok, là, je fais face à quand même un sacré champion. Donc, son pote le calme, etc. Mais moi, j'étais quand même, enfin, tu sais, forcément, naturellement, t'as
L'adrénaline Ouais, bien sûr. fait que physiologiquement, tu vas rentrer dans un état où tu es sur le qui-vive parce que tu sais pas de quoi le type est capable. Donc moi, absolument aucune intention quelle qu'elle soit, je suis là pour le concert. Mais donc en fait, je suis sorti de la salle à la fin avec toujours ce pic d'adrénaline. Je sors du Zénith et tout, je me dirige vers la sortie, on est sur le parking. Donc le fameux endroit propice à se retrouver à la sortie. Et là j'entends hey, Benoît, hey. Je me retourne et là je vois Gérald que je ne connaissais pas qui me fait Benoît c'est Benoît Dubas, c'est ça? Et c'est là que j'ai compris que tu m'avais reconnu. Donc que tu n'étais pas donc le fameux Zozo. Et donc, on a échangé de façon très succincte. Ça a été notre rencontre à ce moment-là. Moi qui est encore dans mon pic d'adrénaline débilos, toi qui m'as reconnu et nous deux qui ne pouvons pas échanger. Pourquoi ? Parce que tu dois récupérer ton Uber. Donc en fait, ça a été j'ai un pied dans le taxi et un pied dans la rue. C'est ça, exactement. Exactement. Et donc ça a été extrêmement bref à la sortie d'un très bon concert. Et toi qui me fais attends, tu sais quoi, faut que j'y aille là, mais je t'envoie un DM sur LinkedIn. Et nous voilà aujourd'hui. Ben voilà, exactement. Et on a eu quelques conversations après pour faire connaissance. Et du coup, non, c'est vrai, c'est la rencontre la plus what the fuck que j'ai faite, je crois, dans le business, tu vois, dans le réseau. Mais c'était cool. Et donc du coup, Bring Me, incroyable parce que moi, je suis pas du tout fan. Alors Manana, à chaque fois qu'il passe en France, elle m'oblige à aller les voir. Alors en vrai, au bout d'un moment, tu commences à aimer, tu vois. Moi, je suis fan d'électro au départ, donc voilà. Et électro. Ouais, plutôt de la minimale, la bass house, de l'afro house, de ce genre de choses. Ah, bass house. Voilà, exactement. J'en ai mixé pas mal de la bass house. Hein. Ah, je savais pas que tu mixais. Ah, déjà, ok, je savais pas du tout. Trop bien. Ah bah ça, il faudra que tu nous, il faut publier ça. T'as un SoundCloud ou un truc comme ça? Non. Là justement, là je vais me racheter des grosses pionnières. Mais j'ai mis un peu ça en stand-by pendant quelques temps. Ouais. Mais je bourrinais la bass house et la drum and bass. Ok. Ah oui, d'accord. Ben moi, tu vois, là, j'ai mes platines qui sont juste là. Là, c'est la salle de jeu des enfants. Et tout à l'heure, juste avant de démarrer, tu disais, en fait, on est quand même payé pour réaliser nos hobbies. Tu me disais ça un petit peu en off et du coup, je vais te laisser développer. Mais moi, ici, c'est vraiment la salle de jeu, c'est l'endroit où je travaille. Mais il y a la salle de jeu des gamins. Là, il y a la télé. Là, il y a mes platines, tu vois. Et c'est vrai que cet endroit-là, c'est le sanctuaire du jeu, quoi. Et du coup, ma nana monte pas, personne monte en haut à part les enfants. Et donc je fais partie des enfants de la famille, même si je suis censé être le papa, tu vois. Mais, voilà. Et du coup, ouais, tu me disais ça et j'ai bien aimé la formule. C'est que le rapport au travail. Le rapport, enfin, dans tous les cas, il faut dédramatiser ce que l'on fait parce qu'on passe notre journée à kiffer, en fait. On est quand même payé à faire un truc qui nous passionne, quoi. Et c'est pas le cas de tout le monde. Moi, c'est un truc qui me rend fou, en fait. C'est de voir à quel point la propension des gens à se mettre dans des états pas possibles pour des trucs d'une vacuité sans nom. Enfin, le business reste, par définition, en 99,99% des cas, quelque chose d'extrêmement vide de sens. Faut, à l'échelle sociologique, à l'échelle cosmique, on s'en fout, en fait, clairement. Mais c'est un privilège énorme qu'on a de faire des trucs au quotidien dont l'humanité foncièrement n'a pas besoin. En fait, on est tous, tu vois, le LinkedIn game, tous, en fait, on est comme dans une grande garderie pour adultes, en fait, et ouais, comme tu l'as dit, on est payé pour se faire kiffer. Et donc, se mettre mal parce que, je reprends tes exemples, parce que ton email est mal parti, il est tombé en spam, parce que t'as reçu un mail un peu relou ou quoi, se mettre mal par rapport à ça, pour moi, c'est tellement une insulte envers les gens sur qui le monde repose, qui vraiment fondamentalement sauve des vies, que plus le temps passe, plus je relativise, et plus je relativise, et bizarrement, plus je performe. Plus je me rends compte qu'en fait, tout ce que mon quotidien, c'est d'avoir un hobby rémunéré. Et donc, c'est juste de faire les choses avec kiff et avec passion. Et c'est surtout pas me mettre mal. Plus je m'en rends compte. Alors, c'est peut-être un biais de perception, en fait, au final. Hein, parce que peut-être qu'il se passe toujours autant de trucs relous qu'avant. Mais je me rends compte qu'en fait, le niveau de négativité et de trucs relous, la quantité, en tout cas, leur quantité décroît, mais constamment, quoi. C'est assez ouf. Il y a deux trucs qu'il faut pas oublier, tu l'as dit, on n'est pas chirurgien, donc en fait ce que l'on fait, c'est quand même relativement insignifiant, même s'il nous arrive d'aider des gens. Et heureusement ça aide des gens. Mais il y a un deuxième truc aussi, c'est que tous les problèmes qui nous arrivent là,
c'est des problèmes qu'on a choisis. Et en fait, ça, c'est un putain de luxe, en fait. Choisir ses problèmes, c'est quand même un truc de dingue. Espérer ne pas avoir de problème, c'est complètement illusoire. Mais choisir ses problèmes, pour moi, c'est le luxe ultime, en fait. Clairement, et comme tu l'as dit, genre, on ne peut que changer des vies pour le meilleur. Faut vraiment le vouloir quand tu fais du business pour changer des vies en mal, pour avoir un impact vraiment extrêmement négatif sur les gens, c'est-à-dire vraiment changer leur vie quantiquement et diviser par 2 leur niveau de bonheur, de bien-être, etc. C'est très très compliqué. Et tu peux que changer la vie des gens en bien. Donc, en fait, on vit on joue à un jeu en fait à somme positive. Donc, kiffons quoi. Juste kiffons. De ouf. Est-ce que ça justement, tu dis que t'as un peu changé de comportement par rapport à ça. Est-ce que je sais pas, c'est un peu la question bateau, mais est-ce qu'il y a un rapport avec peut-être le fait que tu sois devenu papa, le fait que ta boîte scale, le fait que je sais pas, tu fasses partie des gens influents de l'écosystème. C'est quoi l'élément qui te permet d'avoir cette sagesse de comprendre ce truc-là, tu vois? Parce que là, moi, je me demande en fait, à titre personnel, quel est le trigger qui me fait relativiser, tu vois, ou qui me fait performer, tu vois? J'arrive pas à l'identifier encore. J'ai eu une année 2022 compliquée, de mon côté. Compliquée existentiellement, tu vois. Je me suis posé beaucoup de questions. Il y a pas mal de vases qui remontaient de ma psyché aussi, tu vois. C'était une année assez compliquée. Et donc, j'ai, je pense, opté pour le meilleur combo, c'est-à-dire psychothérapie plus coaching. Ok. Psychothérapie qui te permet justement de laisser retomber la vase et de mieux appréhender ton passé. Coaching qui te permet de mieux appréhender ton futur et de mieux construire. Et donc les deux se nourrissent et c'est trop bien. Et donc en fait, j'ai pris conscience d'énormément de choses et je me suis réaligné par rapport à mon mode de fonctionnement profond en fait. J'ai compris par exemple que j'aspirais pas à être ce CEO qui fait 1 billion, qui travaille 80 heures par semaine. J'aspire pas à ça. J'ai compris un truc, c'est marrant parce que je l'ai compris ce matin ça. Et, je me suis dit qu'on allait peut-être en parler, c'est cool. Mais j'ai compris que en fait, tu vois, il y a 2 grandes façons pour moi d'accomplir de grandes choses sur Terre. T'as 2 grands archétypes en fait de personnes. T'as les spécialistes et les polymathes. En fait, les spécialistes, c'est les gens qui très vite trouvent une vocation, trouvent leur vocation, ce pourquoi ils sont venus sur Terre, et vont surperformer dedans. Et vont vraiment investir 100% de leurs ressources à ça et ne vont faire que ça et vont atteindre un niveau d'excellence juste exceptionnel. Ils vont devenir des maîtres en fait, maîtres en la matière. Des maîtres. Mozart, ça c'est l'exemple même du spécialiste construit qui, de par son éducation, de par son conditionnement, depuis le plus jeune âge, a été conditionné, bâti pour ça. Après, t'as les spécialistes autotéliques. En ce moment, t'as un batteur sur YouTube qui s'appelle Estepaio Siberiano, que je trouve exceptionnel. Genre, il est incroyable. Ce mec, il a 26 ans. Tu dirais qu'il en a 45 et tout, tellement il est bon et tellement il... la définition de la testo, quoi, tu vois. Ouais, je vois très bien. Incroyable. Et lui, c'est un exemple de gars de spécialiste autotélique, c'est-à-dire il s'est retrouvé sur le tard à trouver sa vocation à 16 ans. Depuis, il travaille comme un malade, il joue 8, 9 heures, 10 heures par jour. Il atteint un niveau d'excellence exceptionnel. Donc ça, c'est les spécialistes. Et en fait, on nourrit, tu vois, on nourrit un rapport très romantique aux spécialistes qui a été un peu érigé, cet archétype, comme le seul moyen de faire de grandes choses. C'est-à-dire, tu trouves ta voie et après, tu t'y tiens et surtout, t'en sors pas. Et dans ta vie, tu ne peux faire vraiment bien qu'une seule chose. Et en fait, le truc, quand tu regardes un peu, c'est une construction culturelle, sociale et donc mentale, mais qui résulte déjà d'une tradition très chrétienne, sacrificielle. Tu sacrifies ta vie à quelque chose, à une cause qui te dépasse, tu vois, et qui vient d'un ordre social très féodal au final, parce qu'à l'époque, le paysan, il naissait paysan, il devait faire la bouffe toute sa vie. La lavandière, elle devait lavander toute sa vie.
et ainsi de suite. Et en fait, Et chacun on te mettait était même dans une sa ligne. étiquette. On te mettait une Ouais. étiquette par rapport à ta fonction. Moi, fort, par exemple, ça vient de forgeron, donc j'ai certainement un aïeul qui était putain de forgeron, très certainement dans le vers Clermont-Ferrand là-bas apparemment. Mais donc tu vois, c'était pas juste, c'était même on te l'étiquetait quoi. Exactement. Enfin, Carpenter, c'est un nom, ça veut dire Charpentier. charpentier, tu vois. Enfin, donc effectivement, ça se gravit dans les généalogies, dans les chairs, tu vois. Enfin, ça se grave. Et sauf que quand tu regardes le paysan qui fait la bouffe, le charpentier qui fait la charpente, etc. Mais en fait, eux, ils bossent pour qui? Féodal, ils bossent pour le seigneur. Et le seigneur, lui, ses ressources primaires, sa pyramide de Maslow, tout va bien. Et donc, en fait, lui, il a du temps pour s'adonner à ce qu'il fait kiffer. Et en fait, lui, il vit la vie du deuxième archétype, qui est le polymathe. Le polymathe, qu'est-ce qu'il est? C'est un mec, une meuf, qui s'adonne à 100% de ce qu'il fait vibrer à l'instant T, et qui ne se cloisonne pas, et qui s'accomplit à travers, justement, la poursuite de ses aspirations, la poursuite de ses intérêts du moment, en fait. C'est des Aristote, c'est des Léonard de Vinci, c'est des Descartes. Des mecs qui excellent dans plein de trucs, mais qui ne se définissent par aucune discipline, en fait. Leur discipline, en fait, c'est justement la polymathie, en fait, c'est le fait de faire plein de trucs. Et en fait, c'est des gens qui rassemblent deux trucs. Déjà, absence totale de barrière mentale. Ok ? Ils s'autorisent tout. Ils s'en foutent. C'est que, indépendamment de leur faculté cognitive, les mecs, à un moment donné, ont décidé de se l'autoriser. Et deuxièmement, absence totale de contraintes financières. Tu regardes Spinoza, tu regardes Voltaire, tu regardes ces mecs-là. En fait, les polymathes, c'est simple. Hein. C'est soit des nobles, donc qui par définition, par généalogie, sont bien nés, soit des gens qui se sont construits des business de cash flow qui leur ont permis d'évincer complètement la variable argent de leur équation de vie. Et qui, en fait, se retrouvent à pouvoir complètement poursuivre leurs aspirations du moment, leurs intérêts du moment, et à faire des trucs pour le simple kiff de faire des trucs. Là où, ce rapport qu'on a à la performance, à la productivité, mais ça, c'est un truc de paysan. Parce que on attend du paysan, en fait, de produire du blé. Le noble, il s'en fout, lui. Ça me parle vachement ce que tu dis, parce que j'ai souvent, moi, parlé du concept de muse, tu vois, de petits business en ligne qui ramènent des revenus passifs. Moi, j'ai toujours eu des muses. Je commençais à 19 ans à coder des muses, et ça a toujours été mon socle, mon fond. Et j'ai jamais manqué d'argent de par mes muses. Non pas parce que je suis bien né ou parce que j'étais meilleur qu'un autre, juste parce qu'en fait, j'ai toujours priorisé les muses. Et en fait, ça me parle, c'est exactement ça. Et ce qui fait que j'ai jamais eu de contraintes. J'ai jamais eu de contraintes financières parce qu'il y avait ce socle, et je crois que je ne me suis jamais mis de limite. Et je pense que c'est juste lié à ça, en fait, le fait de lancer des projets, et en plus d'avoir un pourcentage de succès qui vont vers le bon, qui réussissent, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il y a un détachement total au niveau du revenu. Mais en fait, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que moi, je me suis rendu compte que pendant des années et des années, je me pensais comme un spécialiste. Je me disais, il faut que je me spécialise, tu vois, il faut que je sois un spécialiste de l'entrepreneuriat, il faut que je fasse que ça de ma vie, tu vois, et machin. C'est ça ma ligne, c'est ça ma trajectoire. Et en fait, je me suis rendu compte que non, déjà, je suis pas câblé pour ça, et moi, j'ai envie de vivre mon lit de polymath. Et donc, en fait, j'ai réaligné, en fait, un de mes, ça décante, en fait, ça continue de décanter en 2023, mais une de mes grosses réalisations de 2022, ça a été de comprendre justement cet état de fait, de l'intellectualiser que progressivement, mais de le comprendre au fin fond de moi-même, et de comprendre que l'entrepreneuriat n'est qu'une composante de ce polymathisme, tu vois, et qui cohabite avec plein d'autres choses, avec mon rôle de père, mon rôle de conjoint, mon rôle de mon goût pour la musique, mon goût pour la muscu, mon goût pour l'écriture qui franchement est bien prioritaire à mon goût pour l'entrepreneuriat et qui nourrit tout, en fait, tu vois. Et donc en fait, j'ai compris que tout ça, c'était un écosystème, et que un écosystème ne tient que s'il reste équilibré. Et donc cette notion d'équilibre, je l'ai vraiment comprise. Donc ouais, ça a été un des gros shifts, et j'ai complètement réorganisé mon écologie interne, tu vois, en 2022. Et je me suis juré. C'est marrant parce que le réveillon, je l'ai fait tout seul. J'avais pas envie de faire la fête ou quoi. Donc j'ai bossé le réveillon le 31 décembre. J'ai bossé et tout. Et je me suis dit, ouais, 2022, c'était l'année
où j'ai payé mes dettes. Je me suis retrouvé dans des états vraiment compliqués. 2023, ça va être le début de ma nouvelle vie et ça va être la meilleure année de ma vie. Et il s'est jamais passé autant de trucs cool, quoi. Donc c'est trop bien. Trop bien. Et tu parles du fait d'être polymathe. Du coup, je t'ai pas posé la question à 1 milliard d'euros qu'on pose en début de podcast. Présente-toi, mais parce qu'on a démarré cette conversation comme si on démarrait un call comme ça. Ah bah, c'est meilleur mais ouais, démarrage. de ouf. Mais du coup, le fait de se présenter, le fait de se coller une étiquette, ça a une fonction sociale. On est obligé. Tu sais, on est obligé d'identifier les gens, sinon on comprend pas. Quand il y a un flou, il y a un loup, machin, etc. Et donc du coup, quand on est polymathe, comme tu le dis, comme tu le revendiques, et comme je pense que je le suis, en fait, il faut qu'on cherche un petit peu le truc. Alors sur LinkedIn, c'est facile parce que tu mets une punchline, c'est le mec à la casquette. Ok, très bien, c'est une façon de pas répondre. Mais du coup, quand tu te présentes, tu dis quoi en fait? Tu dis je suis entrepreneur. C'est vrai que c'est une étiquette, c'est déjà une multi-étiquette l'entrepreneuriat. Mais socialement, quel est l'impact de la présentation? Et quand on est comme ça, est-ce que t'as pas l'impression d'en oublier quand tu te présentes? Est-ce que t'as l'impression de pas trop te travestir? Forcément, enfin, en fait, les gens, de toute façon, quand ils veulent, quand ils te demandent, toi, qu'est-ce que tu es, en fait, ils se posent pas la question de ton essence, c'est-à-dire que tu es au plus profond de toi, ils se posent la question de quel est ton état à l'instant T. Donc moi, j'ai aucun problème à répondre, ouais, je suis entrepreneur. Ce qui veut dire en filigrane, en ce moment, je suis entrepreneur, parce que c'est ce qui occupe la majeure partie de mon temps, c'est par ça que transite la majorité de mes accomplissements à l'instant T, mais tout est pour l'instant, en fait. Voilà. Donc moi, en ce moment, je me définis comme un entrepreneur. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je serai écrivain, je serai... j'en sais rien, en fait. J'en sais absolument rien. Mais par contre, le danger, c'est quand tu fais cette confusion, quand tu laisses cet archétype-là du spécialiste entériner en toi cette confusion entre ton essence et ton état, tu vois. Ton état à l'instant T n'a pas à dicter ton essence au fond de toi-même, qui est multifacette, qui est multifactoriel et tout. Tu peux être plein de trucs. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu te retrouves cloisonné entre tes barrières mentales qui sont amenées justement par ce besoin-là qu'a la société. C'est même pas un besoin, parce que je pense qu'il y a un coût d'opportunité énorme, mais en tout cas, ce réflexe-là, la société, à te mettre dans une case, dans une caste. Je pars en couille dans ma tête là. Non, mais c'est trop bien. Non, l'étiquette que tu te mets et le statut social que tu endosses, quoi. Enfin, l'étiquette sociale et l'étiquette en termes d'identité que tu te mets, quoi. Je viens de me dire, si tu rajoutes, tu vois, le mot case, parce que sur un rapport tout à l'heure aux chrétiens, christianisme, tu prends le mot case, tu rajoutes un crucifix au milieu, ça te fait caste. C'est vrai. C'est chelou. Je pars en couille là. Ça sera l'intro là, le highlight, on mettra ça en fait Ouais, exactement. Trop bien. Exactement. Trop cool. Non mais le café bio sans perturbateur endocrinien, les gars, c'est de la bonne, allez-y. Trop bien. Du coup, il y a Valran avec qui j'ai dîné le jeudi dernier, qui me disait, en fait, Benoît, parce qu'on parlait de toi dans un podcast, donc tu seras cité très prochainement dans un podcast qui ni le mien ni le sien, tu seras cité. Il a dit, je spoil un peu, Benoît en fait c'est un philosophe du business. C'est vrai que tu modélises beaucoup de choses. En plus, tu l'expliques extrêmement bien. T'aimes bien les matrices, les modèles. J'ai l'impression. En tout cas, j'ai l'impression que quand tu nous sors une ressource, tu nous parles, je sais pas, du branding, tu nous parles de je ne sais quoi, de grosses de manière générale. Et puis d'ailleurs, tu vas nous expliquer ce que tu fais parce qu'on le sait toujours pas. En fait, j'ai l'impression que c'est très carré en fait. C'est très carré. J'ai l'impression que tu cogites vachement les choses. Tu conceptualises vachement ton métier et ce qui t'entoure. Je suis insupportable pour ça, mais c'est marrant parce que Valran, c'est la famille, hein. C'est la famille. C'est chez Valran que j'enregistre mes podcasts depuis quelques mois. Et je suis très content de le recevoir de nouveau d'ailleurs avec sa sœur Sixtine là en juin. Ils sont déjà venus individuellement tous les deux. Là, on va se faire un épisode tous les trois. Ça va être le feu. Et en fait, je me souviens, il m'avait reçu dans son podcast à lui, donc pas Le Crayon, mais son podcast sur sa chaîne et tout. Et le titre, c'était « Peut-on tout théoriser en entrepreneuriat ?» Parce que c'est une des questions qu'il m'a posées. Et moi, j'ai répondu que oui, je suis fondamentalement convaincu que toute pratique découle forcément d'une théorie et qu'à un moment donné, si tu n'es pas capable de théoriser quelque chose, c'est que tu n'as pas
tu n'as pas laissé suffisamment, tu t'es pas laissé suffisamment de temps, tu n'as pas regardé les choses suffisamment dans leur globalité pour identifier les patterns qui te permettent de faire découler une théorie. Donc, je suis fondamentalement convaincu que tu peux tout théoriser. Et donc, moi, c'est un petit peu le travail que je m'amuse à faire en entrepreneuriat. Ouais. C'est-à-dire que j'aime bien revenir au premier principe des choses, comprendre ce qui font, comprendre ce qui fait une bonne brand, comprendre ce qui fait une dynamique de croissance, comprendre ce qui fait qu'une boîte va se différencier par rapport à une autre, comprendre ce qui fait que une vente va se faire ou pas se faire, etc. Mais comprendre vraiment les constantes qui vont faire que dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle industrie, dans ce que tu veux, tu peux émuler ces premiers principes-là, les décliner tactiquement, stratégiquement, tactiquement, de façon différente, forcément. Mais moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, si tu as compris ces premiers principes-là, si tu as compris ces grands tenants, ces grands fondamentaux, encapsulés en X framework, en X framework, en X modèle, tu as compris 90% de ce qu'il y a à comprendre. Le reste, c'est de l'habillage, en fait. Ouais. Et moi, j'ai envie de revenir au premier principe. Et pourquoi ? Parce que tu te rends compte que dans énormément de cas, tu as beaucoup de boîtes qui performent en mode de par la stratégie du spaghetti contre le mur. C'est-à-dire que tu jettes un plat de spaghetti au mur et tu vois ce qui arrive. Nécessairement, tu vas en avoir quelques-uns qui collent. Mais le truc, c'est que tu as énormément d'entrepreneurs, et je l'ai vu en discutant avec beaucoup de gens qui sont très intelligents, qui sont très doués, etc., mais qui fondamentalement ne savent pas expliquer, en fait. Ne savent pas expliquer dans leur fondement, en fait, ce qui a œuvré dans leur dynamique de croissance et dans l'architecture de leur réussite. Et moi, en fait, j'ai envie de comprendre ça pour permettre demain à d'autres gens moins doués qu'eux, moins dotés qu'eux, en fait, dotés qu'eux intellectuellement, culturellement, qui sont pas venus, qui viennent pas de l'Ivy League, qui n'ont pas fait les grandes écoles, qui viennent pas de ce milieu-là, permettre à quiconque, en fait, d'émuler ses premiers principes pour s'autoriser, en fait, à bâtir un business cool qui permet d'avoir du cash flow, qui permet d'avoir de la rentabilité, qui permet de vivre une vie de polymath, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et on revient au point de départ. Et pour moi, ça passe par justement de la théorie. C'est mon postulat en tout cas. Si tu théorises, dans tous les cas, tu évites un truc qui est vraiment le danger, je pense, dans nos métiers du digital, où on peut très facilement aller voir chez le voisin. Tu évites le biais du survivant. Parce qu'en fait, si tu passes du temps à comprendre en fait les causes de l'erreur, dans l'absolu, et dans l'absolu, tu obtiens le motif du succès, quoi. J'ai envie de dire. Exactement. Et moi, c'est un truc que je combats de fou, c'est je trouve que c'est dangereux de fonctionner par mimétique, comme tu l'as dit, et par analogie. Ça a marché chez un tel, donc chez moi, ça ne marchera nécessairement, ou alors je modifie un petit peu. Non, comprends dans le fondement des choses pourquoi ça a marché. Comprends pourquoi ça a marché, parce que là, dans le même temps, tu vas comprendre pourquoi ça aurait pu ne pas marcher, et tu comprendras pourquoi, dans ton contexte, ça pourrait marcher ou pas, et comment le réadapter à ton contexte. Mais il ne faut pas confondre exemple et mode opératoire. Ouais. Et le problème, c'est que tu as vraiment cette aspérité aujourd'hui qui est très dangereuse. C'est pour ça que nous, on combat on combat les hacks, en fait. Le problème, c'est que forcément, tu as toujours cette dissonance parce que, oui, quand tu vas partager une méthode, tu as un packaging la méthode, le hack, etc., sont des packagings qui permettent d'intéresser les gens. Mais nous, ce qu'on essaie d'amener à chaque fois au sein de notre média, ce qu'on produit énormément de contenu, c'est à chaque fois d'amener le fait que un hack n'est rien si tu comprends pas la théorie sous-jacente, quoi qu'il arrive. Et donc, à chaque fois, on attire les gens avec justement ces notions de hack, de stratégie, de méthode en 5 étapes, tout en tâchant à chaque fois de leur expliquer ça. On y arrive peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, on fait de notre mieux, quoi. Justement, les gens que tu accompagnes aujourd'hui, les gens qui bénéficient de ces méthodes-là, ils sont dans quelle situation, à quoi ils ressemblent ? C'est marrant parce que nous, on est passé en mode... il y a beaucoup de... Tu sais, la majorité des boîtes, en fait, vont se positionner
de façon très convergente au début, en mode je vais décider, je choisis une niche et j'y vais à fond, je ponce, tu vois. Et je vais bosser que avec des boîtes de l'immobilier et puis bim, je fais que ça. Nous, en fait, on a une approche très divergente, au contraire. On s'est dit, OK, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un média qui nous permet d'avoir un inbound très, très fort. On a beaucoup, beaucoup de demandes entrantes. Dans l'absolu, à l'instant T, on ne sait pas quoi répondre à la question de notre positionnement, de notre ICP, en fait. Donc, en fait, on va prendre le contre-pied de ça, on va fonctionner en sens inverse et on va bosser avec un maximum de monde. Et en fait, rétrospectivement, petit à petit, on va échafauder notre positionnement par observation, par déduction. Donc, on va pas être dans une approche normative comme ça, mais plus descriptive. En gros, on va se retourner et voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Ça fait 2 ans, on a bossé avec 400 boîtes. Et en fait, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est marrant, mais il n'y a pas de pattern qui se dessine. C'est-à-dire que je peux te dire que oui, forcément, il y a une tranche au niveau du chiffre d'affaires, mais qui est très, très large. C'est-à-dire qu'on a des super résultats avec des boîtes de 200, qui font 200 000 euros de CA annuel, comme des boîtes qui font 5 millions d'euros de CA annuel. On a même des grands groupes, honnêtement. On a des multinationales, etc. C'est pas notre. Non, c'est à la marge, mais vous en avez. Vertical, c'est à la marge, mais on en a et on a des super résultats avec eux. Forcément, on bosse pas de la même manière avec eux qu'avec une boîte de 200 000. Mais par contre, en fait, on a quelques constantes qui sont pas du tout démographiques, firmographiques ou quoi, mais qui sont au niveau du mindset. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à un moment donné, ont compris que ils ont pas les réponses à tout, mais par contre, que la clé, c'est pas d'avoir les bonnes réponses, mais c'est de se poser les bonnes questions. Et c'est de savoir avec qui tu t'entoures. Et qui ont compris cette nécessité-là absolue de monter en compétences. Et en fait, qui sont parfaitement alignés sur notre mantra au sein de Skelesia, qui est qu'une boîte, c'est la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents et le carré de ses ambitions. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où il y a un alignement autour de ce mantra, on peut bosser ensemble. Ouais. Et les résultats sont fous. Et c'est marrant, mais on en revient en fait au fait que, une fois que tu as théorisé et que tu as compris ce qui fait une croissance, tu peux l'émuler dans une boîte qui fait 200 000 euros et la faire passer à 500 000 euros en un an. Tu peux bosser avec une boîte qui fait 5 millions. Tu peux bosser avec un solopreneur. Tu peux bosser avec une multinationale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes dynamiques, c'est toujours les mêmes théorèmes. L'enjeu, en fait, c'est juste de l'accepter. Et d'avoir cette humilité de se dire, non seulement je suis régi par les mêmes problématiques, par les mêmes forces que le voisin, je ne suis pas unique, et les 2 seules variables sur lesquelles je peux travailler, c'est mon niveau de compétence et l'intensité de mon passage à l'action, ma vélocité. Une fois que tu as compris ça, en fait, tu peux tout faire en fait en entrepreneuriat, vraiment quoi. Et donc en fait, vraiment le gros rasoir décisionnel entre est-ce qu'on bosse avec un client ou est-ce qu'on bosse pas avec lui, c'est est-ce qu'on est aligné sur ces états de fait là. Hyper intéressant. Tu vois, nous on a lancé l'incubateur entreprendre, donc qui doit représenter 95% du chiffre de ma boîte, qui est un produit donc du coup pour aider les gens à partir de l'idée ou de l'envie d'entreprendre jusqu'au fait de se lancer. On est vraiment dans du passage à l'action. Et on a lancé il y a un peu plus d'un an, il y a 1 an et demi. On a fait 6 000 personnes, 6 000 clients, un petit peu plus. Et au final, j'arrivais pas à identifier quel était le point commun de ces gens-là, à quoi ils ressemblaient. Déjà démographiquement, ça avait l'avatar démographique, ça m'a jamais intéressé. Je pense que c'est une connerie. Mais déjà, j'arrivais pas à identifier démographiquement, les catégoriser. Psychologiquement, le besoin à un instant T, c'était pas forcément évident. Les alternatives, par quoi ils étaient passés, est-ce que c'était là-dessus où je pouvais arriver à leur trouver un point commun? Non. Le seul point commun qu'ils ont, c'est que toute leur vie, on leur a dicté ce qu'il fallait faire. Donc on en a, c'est des mères au foyer. Il y en a d'autres, c'est des ingés qui ont eu une scolarité longue, etc. Il y en a d'autres, c'est des enfants de bonne famille qui en fait décident de dropper l'école, et tu sais, qui ont eu ce cadre-là. Et en fait, il m'a fallu 1 an et demi pour me rendre compte. Mais du coup, c'était vraiment compliqué de faire du marketing parce que on allait nous sur un truc très intentionniste. Je veux monter ma boîte, j'ai besoin de conseils. Les alternatives, c'est quoi? C'est les infopreneurs à Dubaï ou c'est la CCI de ta sous-préfecture qui est une catastrophe. Donc en fait, je veux dire, il y a peut-être un truc à faire au milieu. Donc on s'est posé sur
c'était ultra intentionniste. Je veux monter ma boîte, j'ai besoin de conseils. Ben voilà comment ça marche. Et il a fallu presque 1 an pour comprendre leur point commun. Et ça sera beaucoup plus fluide maintenant que dans notre marketing, parce que en fait, l'ennemi commun, c'est c'est toutes les personnes qui nous empêchent de vivre la vie dont on rêve, tu vois. Et donc voilà, donc on a fonctionné un petit peu comme toi. Il a fallu analyser ce qu'on faisait, mais on l'a pas fait. C'était pas conscient en fait. C'était vraiment en toute humilité. C'était pas le succès de ce produit-là. C'est un gros coup de chance. Ce qui est drôle, parce que quand on vend du conseil, dire que nous on a fonctionné sur un coup de chance, c'est pas forcément le truc le plus vendeur, quoi. Le coup de chance, ça a été cette réalisation-là de ton côté. Le fait que ça fonctionne, le fait que ça fonctionne en ayant juste une vague idée des personnes à qui on s'adresse, quoi. Maintenant, on les connaît par cœur. Maintenant, on les voit tous les jours. Mais c'était pas le cas au début, quoi. En fait, c'est parce que tu t'es concentré sur non pas le persona. Parce que très souvent, tu sais, on parle de persona en marketing et tout. En fait, moi, je t'en rejoins complètement sur le fait qu'on s'en fout complètement du persona. Tu vois. Ce qui compte, c'est le problème. Tu t'es concentré sur ce qu'on appelle dans le jargonnage marketeux le job to be done. C'est-à-dire, j'ai besoin de monter ma boîte, je ne sais pas faire, j'ai besoin d'aide. Et en fait, c'est ton point de départ le plus essentiel, quoi. C'est-à-dire, tu vends quelque chose de fonctionnel, mais au moins, même si ta nécessité d'affiner ta connaissance du truc, au moins tu t'ancres sur quelque chose de concret que tu peux vendre, parce que là, tu connais en tout cas ce problème-là et qui va être commun à potentiellement plein de personnages différents, hein, comme tu l'as dit. Et donc en fait, pour moi, ça a été un très très bon move de te concentrer là-dessus, quoi. Mais il a fallu de la data, quoi. C'est vraiment de l'analyse de data. Mais ouais, non, c'est clair que maintenant stratégiquement, c'est beaucoup plus simple pour imaginer des choses. Et la suite surtout, la suite du truc, parce qu'une fois on les a aidés à monter leur boîte, il faut trouver le product market fit et puis il faut scaler tout ça, quoi. Donc non, très clair. Toi justement, ton mécanisme là, tu nous as parlé un petit peu du point commun entre tes clients, mais il se rallie derrière ce motto-là. Mais du coup, tu les accompagnes de quelle manière? En fait, on a lancé notre deuxième produit là, mais historiquement, on a décidé de vraiment se focus sur notre core business aujourd'hui, qui est, en fait, on en a 3, parce qu'on l'envisage à part entière comme un produit. Déjà, on a notre média. Donc, notre média, c'est du contenu 100% gratuit, audio, vidéo, textuel. Voilà, donc newsletter, le podcast, audio, le podcast vidéo, notre contenu en ligne sur LinkedIn et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est notre premier produit, parce que tu peux déjà aller très très loin avec, honnêtement, et c'est le but. Et après, en fait, on a l'advisory, qui est notre deuxième produit, enfin qui est notre produit rémunérateur. Et en fait, là, le postulat, c'est l'anti-agence. C'est-à-dire, on va pas faire pour toi, on va faire avec toi. Et donc, en fait, on a complètement, maintenant qu'on a vraiment théorisé comment tu fais passer une boîte théoriquement de 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel à 1 million, puis 5 millions, puis 10 millions, etc. Et en fait, une fois que tu as compris ça, pratiquement, maintenant, tu sais comment mettre en place une chaîne de valeur qui te permet d'accomplir ces objectifs. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que on a complètement mis en place une chaîne de valeur avec différents intervenants, tu vois, qui nous permet de faire monter les clients en compétences comme il faut au bon moment sur les bons sujets pour toujours avoir un coup d'avance sur leur croissance. Donc un client vient de nous voir, il fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple. Son objectif, c'est d'atteindre 1 million d'ici la fin de l'année prochaine. Déjà, première chose qu'on va lui dire, c'est OK, bon là, ça c'est ton objectif d'output, donc le résultat que tu escomptes. Personne ne va pouvoir prédire, même pas Nostradamus ne pourrait prédire combien de chiffre d'affaires tu vas faire à la fin de l'année prochaine. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui t'empêche là dès aujourd'hui de faire ce million? Tu débugs, ouais, bien sûr. Voilà, tu débugs. Qu'est-ce qui à l'instant T t'empêche d'avoir ces résultats-là? Et une fois qu'on a identifié ça, quelles actions on doit mettre en place pour combler les trous dans la raquette? Et là, tu as une approche algorithmique. Une fois qu'on a ça, en fait, donc ça, c'est le travail fait par nos business strategists. Donc, en gros, c'est les sales, quoi.
Et ben en fait, on passe ça à nos advisory ops qui s'occupent, eux, de peaufiner la stratégie, prennent en charge l'accompagnement des clients, en fait, mettent en place une roadmap, donc un plan d'action, un plan de transformation, en fait, sur 4 à 8 mois. OK. Renouvelable. Plus longtemps tu bosses avec nous, et mieux ça se passe. Et avec à chaque fois, séquentiellement, les différents points, en fait, à travailler. Comme tu l'as dit, on débug. Donc, on débug et ensuite on projette, donc on anticipe. Et une fois qu'on a ça, et vu que là-haut, il n'est pas expert, c'est pas un expert sur tous les sujets, hein, c'est pas un expert SEO, c'est pas un expert à outbound, c'est pas un expert positionnement, etc. Et en fait, on a un collectif de 80 experts, demain 100 experts, qui sont des tops, qui sont dans le top 0,1% dans leur domaine, hein, voilà. Et sur tous les sujets qui incombent à la croissance, avec un vrai label qualité, donc il y a une vraie sélection très forte à l'entrée, etc., qui sont rompus à notre méthodologie, donc il y a un vrai cahier des charges à suivre, et qui vont, à raison d'1 heure par semaine, plus des devoirs à faire par le client, parce que c'est le client qui fait, c'est jamais l'expert, vont te faire monter en compétences et dérouler en fait le plan d'action qui a été défini par là-haut. Et donc en fait, on va te faire progresser, toi, en tant que client, on va te faire progresser sur ton sujet. Et en fait, on va pas t'apprendre, on va pas faire à ta place, on va t'apprendre à faire. Et tu vas faire avec un expert dont c'est le métier, dont c'est l'expertise, qui a fait ça des centaines de fois. Donc tu vas atteindre déjà à court terme, tu vas obtenir le même niveau de qualité que si c'est lui qui le faisait à ta place, parce que vous le faites ensemble. Mais toi, tu vas capitaliser dessus à moyen et long terme, parce que tu vas apprendre à le faire. Et donc si demain, tu vas internaliser ça, ou si tu veux le déléguer, tu pourras le faire dans les 2 cas intelligemment, parce que tu l'auras déjà fait. Donc c'est à toi ensuite de te positionner en consortium avec nous, tu vois, pour savoir ce que tu as envie d'en faire de cette compétence. Mais vu qu'on part du principe que une boîte, c'est la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents, c'est fondamental que ça passe par toi à un moment donné. C'est pour ça que, par exemple, on bosse systématiquement avec les cofondateurs et que on veut que les cofondateurs participent à ce processus-là. Pourquoi ? Parce que c'est fondamental. Et donc, le nombre de business qui sont confiés à des agences, et au final, si la relation agence se casse, le business n'existe plus. C'est énorme en fait. Ça c'est un vrai. D'ailleurs, posez-vous la question, ceux qui écoutent ça aujourd'hui, quelle est la part de maîtrise que vous avez sur votre croissance, de maîtrise interne. Je veux dire, évidemment, on peut toujours avoir un collaborateur qui part, mais il y a un vrai danger à laisser les clés du camion et surtout à pas s'y intéresser, pas monter en compétences en interne. On a plus de 400 clients aujourd'hui. Tu veux pas savoir la proportion de boîtes qui pourtant ont atteint un bon niveau en termes de CA, etc., qui viennent nous voir parce que ils ont été lâchés par leur agence ou parce que leur agence performait plus et qui là se retrouvent complètement à poil et qui doivent complètement se réinventer. Faut pas oublier que les métiers d'agence, que ce soit de communication, de publicité, de marketing, même de développement, c'est un des métiers du service où il y a le plus haut taux d'insatisfaction en B2B. Donc, on confie les clés du camion à une entité. Alors moi, des agences, j'en ai eu. J'ai commencé par faire de la prestation, etc. Donc et on forme des gens qui montent des agences. Mais ça reste un métier qui est compliqué. Personne n'est content quand on fait du done for you. C'est que l'agence, elle est pas contente parce qu'au final, elle passe plus de temps que ce qu'elle avait chiffré, et le client, il est pas content parce que du coup, ça tarde, les fonctionnalités sont pas là et le budget explose. Donc personne n'est content. C'est un couple qui doit se séparer depuis très longtemps. Voilà, ça c'est clair. Mais à côté de ça, il y a des gens qui laissent complètement les clés du camion, le volant les volants du business dans cette relation qui est une relation qui fonctionne pas. Mais pour moi, vraiment, nous notre ennemi, c'est pas du tout les agences, parce qu'en fait, nous on trouve que le modèle agence est très très bien, mais nous notre problème, c'est la paresse des entrepreneurs qui veulent déléguer la croissance, qui veulent déléguer quelque chose d'aussi essentiel qu'un pan élémentaire de leur croissance, tu vois. T'es entrepreneur, ton métier, c'est de faire prospérer ta boîte. À quel moment tu te dis que c'est logique d'aller déléguer ce sujet-là que tu ne maîtrises pas, qui ne fait pas partie de ton arc de compétences, à quelqu'un dont c'est le métier, sans même comprendre de quoi on parle. Genre, perso, il y a quelque chose qui défie la logique, selon moi. Et donc, en fait, pour moi, la responsabilité, elle incombe beaucoup plus. Alors, je parle du postulat que les agences... Je parle des agences qui font bien leur métier. Je parle pas des agences véreuses ou quoi. Mais des prestataires qui savent ce qu'ils font, qui performent là-dedans, etc. Pour moi, la responsabilité incombe beaucoup plus au client qui juste réfléchit, agit par paresse
que par que l'agence en fait qui elle forcément est là pour servir ses intérêts à elle. On en revient à une autre limitation, c'est que l'agence sera toujours alignée sur ses propres intérêts à elle, le business. Donc forcément il y a une corrélation entre ses intérêts et ceux de leurs clients, mais à un moment donné t'as toujours un décalage, un désalignement qui s'opère toujours. Et donc en fait nous c'est ce qu'on essaie vraiment de faire comprendre aux gens. Et en fait quand ils échangent avec nous ils le comprennent très très vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné t'as juste une réalité logique qui est que oui, tu vas pas aller dans une salle de sport, payer ton abonnement à la salle, payer ta tenue, payer ta bouffe, payer ta serviette, etc. Te trimballer avec tes kilos en trop jusqu'à la salle et demander au coach sportif de faire ton programme à ta place. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat en fait. Si tu veux, comme dans tout, si tu veux avoir un bon physique, il faut te manger du tapis de course, il faut te manger du cardio, il faut te manger de la répétition pour construire du muscle. En entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Les constantes physiologiques qui s'opèrent pour construire un physique sont exactement les mêmes qui vont s'opérer pour construire une boîte. Exactement les mêmes. Dans les deux cas, c'est de l'action, c'est de la répétition. C'est accepter le fait que oui, il y a énormément de moments où c'est désagréable, mais c'est accepter ça. Et ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui l'acceptent. Et donc, nous, le premier truc qu'on fait, c'est mettre les entrepreneurs qui viennent nous voir en disant « Ouais, mais moi, je veux déléguer, ça m'intéresse pas » face à cette incohérence-là. Mais tu vois, il y a trois grands... Il n'y a pas que le marketing, tu vois. C'est un entrepreneur, il doit pas avoir de trou dans la raquette. Il y a le produit, il y a le management, et en effet, je pense qu'il y a le marketing et la croissance. Pour moi, c'est et là-dedans, je compte également la vente. Pour moi, c'est extrêmement lié. C'est extrêmement lié. Donc, un entrepreneur qui a du succès, enfin, je sais pas, si on analyse les gens qu'on a autour de nous, ceux qui ont le plus de succès, c'est ceux qui ont le moins de trous dans la raquette. On peut pas être bon partout. Il y en a qui sont très salesy, il y en a qui sont très bons en marketing, etc. Il y en a d'autres qui ont des produits de dingue. Il y en a d'autres qui arrivent à fédérer des équipes avec que des rockstars, etc. Mais, donc ouais, ils ont des points forts, mais ils ont pas de points faibles, en fait. C'est vraiment ça un peu la clé du succès entrepreneurial. Moi, en tout cas, de par mes relations, c'est ce que je remarque comme pattern, en tout cas. Ah, mais de fou. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, genre, forcément, l'idée, c'est de faire levier de tes avantages comparatifs. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont être extrêmement bons en vente. Frérot, capitalise à fond là-dessus. Vas-y à fond. T'es bon en vente, vas-y à fond. Par contre, c'est pas cette compétence seule qui te permettra de bâtir une grosse boîte. Forcément, t'es obligé. Une boîte, c'est un écosystème. Écosystème égale équilibre. Donc, t'es obligé, forcément, de faire en sorte que la façon dont tu vas le vendre ne souffre pas d'un décalage avec ce que tu vas délivrer. Et donc, on en vient au fait, effectivement, de savoir derrière délivrer, idéalement surdélivrer la valeur que tu promets quand tu vends. Forcément. Et forcément, qui dit vente dit que si tu veux qu'il y ait du flux, il faut créer ces opportunités-là. Et là, on en vient au marketing. Marketing qui n'est pas d'ailleurs que la distribution, donc la génération de leads, c'est aussi comment tu te positionnes, c'est la marque que tu construis, donc ton branding, et c'est comment est-ce que tu tiens un jour constamment des appétences de la réalité du marché qui va évoluer. Donc ça, c'est ton étude de marché qui doit être en flux, pas en stock, donc constante, tu vois. Et en fait, c'est là que tu comprends que tout ça, c'est vachement plus à la fois très simple, mais dans l'exécution, beaucoup plus complexe que ce qu'on a tendance à entendre à droite à gauche. Et surtout que, ça nécessite une vraie montée en compétences qu'on appelle, nous on appelle ça holistique, dans le sens où, ça incombe à tous les pans d'une boîte, quoi. Et que, on dit très souvent que le premier goulot d'étranglement d'une boîte, c'est son dirigeant. Mais c'est vrai de fou. Le nombre de boîtes qui sont complètement limitées, t'imagines pas le nombre d'entrepreneurs, parce que j'en accompagne à titre perso, mais le nombre d'entrepreneurs qui limitent eux-mêmes la croissance de leur boîte. Et quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, c'est leur propre barrière mentale, c'est leurs propres incompétences qui empêchent la boîte, malgré son potentiel, de se développer. C'est juste hallucinant, quoi. Donc nous, c'est ce premier mal-là déjà qu'on combat. Ouais, et ils viennent te voir en disant en mode j'ai besoin de compétences, et en fait réellement ce dont ils ont besoin c'est de lever des blocages, quoi. T'en as beaucoup, ouais. Ouais, je rencontre ça, c'est mon quotidien également. Mais c'est cool aussi, c'est cool de le voir. Ah ben oui, c'est clair. De toute façon, le truc c'est que l'état d'esprit est le précurseur de tout le reste, hein. C'est-à-dire que si t'as pas d'état d'esprit qui te permet de te dire ok, là j'ai envie de level up
j'ai compris que de toute façon, j'avais pas d'autre choix et je suis là pour ça et j'ai envie d'y aller, bah, tu vas absolument rien n'est possible. Tu vas pas développer de nouvelles compétences. Et donc, nous, c'est un premier filtre. De notre côté. Ce qui est intéressant de poser en onboarding, moi, quand j'accompagne des gens qui sont avancés, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire aussi. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu es prêt à ne pas faire. Et souvent, ça débug déjà. Rien que cette réponse-là, elle débug pas mal le truc. Parce qu'on met directement le doigt sur l'intention. Et l'homme providentiel, comme il y en a beaucoup alors ça a été utilisé en politique, notamment sur les dernières élections, que les gens cherchaient l'homme providentiel. Mais au niveau du consultant, c'est pareil. Il y en a qui cherchaient un homme providentiel pour devenir président. Mais il y en a beaucoup qui cherchent un consultant qui serait providentiel. Ça marche pas. Enfin, il en faut. Enfin, l'espoir, il en faut un peu, mais il faut là aussi pareil. Il faut pas tout déléguer, sinon on tombe dans le même symptôme que l'agence et on est paralysé. Il y a plus d'action, quoi. Donc c'est clair. Et en plus, c'est ne pas comprendre un truc qui pourtant fait toute la différence, c'est que, tu sais, on est dans un... Ça c'est notre mode d'éducation qui nous a amené, Je suis convaincu que la façon dont on éduque nos enfants et dont on a été éduqués nous limite énormément aujourd'hui dans notre champ d'action. Mais c'est que on nous a inculqué ce culte de la réponse, de la bonne réponse, qui aujourd'hui nous empêche complètement de voir à quel point on évolue dans un univers par définition chaotique, pour lesquels, au sein duquel, pour une problématique donnée, c'est très compliqué de trouver, c'est très rare de n'avoir qu'une seule réponse valable. Très souvent, tu peux avoir une infinité de façons différentes d'arriver à un résultat, ou même déjà de base, tu peux être plein X résultats, enfin N résultats sont possibles. Tu n'en as pas simplement un. Là où, en fait, quand tu es enfant, si tu n'as pas suivi la bonne méthode de calcul pour arriver à tel résultat, c'est algorithmique, bim, tu as 0. Tu vois. Donc, en fait, on a été complètement rompu à ce mode éducatif-là, qui fait qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte que chercher des réponses, c'est le meilleur moyen de ne pas les trouver. Et qu'en fait, c'est un truc que j'ai observé de tous les j'ai discuté avec des centaines d'entrepreneurs, enfin, j'en ai reçu des dizaines dans mon podcast, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, leur point commun, de ceux qui ont vraiment des résultats de fou, c'est pas ceux qui ont toutes les réponses, parce qu'ils ont compris qu'on n'a jamais toutes les réponses et que de toute façon, tout est évolutif et que c'est tellement le bordel et chaotique que de toute façon, les cartes sont rebattues tout le temps. Par contre, c'est des gens qui ont toujours les réponses, les questions les plus intelligentes et qui se posent toujours les bonnes questions. Et vraiment, l'entrepreneuriat, c'est pas le game d'avoir les réponses. Non. C'est le game de se poser les bonnes questions et de se poser la question de OK, maintenant, maintenant que j'ai cette question-là, qu'est-ce que je fais dans l'action maintenant, concrètement, pour aller chercher des éléments de réponse. Et en fait, quand tu as compris ça, tu as compris plein de trucs, quoi. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Ouais, évidemment. Et se poser les bonnes questions, ça permet de réagir dans toutes les circonstances. Et donc, du coup, vu que l'entrepreneuriat, breaking news, c'est pas quelque chose de, le chemin, il est pas tout tracé. On peut l'imaginer, mais ça arrive jamais. Ça arrive jamais comme on l'imagine, donc il faut savoir réagir. Et donc se poser les bonnes questions, ça permet de toujours faire un... Tu sais, le fameux else, tu sais, quand tu codes, tu sais, tu fais un if A, voilà, if B, ok, très bien, et else. Le else, les meilleurs, c'est ceux qui savent traiter le else dans leur tête, quoi, qui savent réagir à ce truc-là. Exactement. Et quand je te dis que c'est algorithmique, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, que la théorie englobe la pratique, mais dans la pratique, tu vas toujours avoir cette dimension chaotique qui fait que la pratique de l'un ne veut pas être la pratique de l'un ne veut pas être la même pratique concrète que celle de son voisin, même si ils sont régis par la même théorie, tu vois. Et donc ça, c'est un truc à comprendre. Bien sûr, il y a tout un contexte qui enfin, ouais, c'est exactement ça. Et tous les paramètres, on le sous-estime. On a l'impression que les paramètres s'additionnent. Les paramètres se multiplient, en fait. Et donc, du coup, il y a des effets, il y a des différentiels, il y a de la variance, mais qui est juste dingue. Et ça, on le sous-estime de ouf. On peut essayer de faire 2 fois la même boîte en parallèle, on n'aura pas les mêmes résultats. C'est quand même un truc de ouf. C'est impossible. C'est incroyable quand même de se dire ça. Mais voilà. Mais à côté de ça, des mecs comme toi et comme moi, on passe notre temps à faire des templates, à faire des modèles mentaux. Mais voilà, on sait que la valeur, elle est dans la réaction, dans l'utilisation et de comment on va réagir. On part de cette base-là, mais comment on réagit pour en faire un truc qui a du sens, un truc qui est intelligent. La théorie, les frameworks, les modèles, c'est des outils. Exactement. Il faut pas prendre ça comme une fin, là. Je suis d'accord. Ah ouais, c'est des outils, c'est pas des méthodes. Nous, on n'a pas
on n'a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode pour entreprendre. Mais pour moi, il y a des grands principes que tu vas pouvoir utiliser de façon structurée. Et franchement, c'est différent. Il y a une vraie différence. Et parce que dans les faits, tu vas jamais avoir de méthode algorithmique qui va te permettre de quoi. Jamais. Tu vois, c'est fou parce que tu vois, je pourrais te sortir des exemples de boîtes dans la deep tech par exemple qui mettent 10 ans littéralement à développer leurs produits, qui font 4 levées de fonds avant de faire leur premier euro de chiffre d'affaires. Quand ça sort, tout ça pète. ChatGPT. Clairement. Ils ont mis 10 piges à monétiser. Premier mois de monétisation, ils font 200 millions d'AR. Ouais, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. C'est juste débile, quoi. Ouais. C'est débile. Ça dépasse entendement. Il y a 1 an, on t'aurait sorti ça. Je t'aurais sorti ça en mode prédiction. Tu te serais foutu de ma gueule et t'aurais eu raison. Parce que ça dépasse entendement. Parce que c'est une distribution de Gauss. Donc tu vas toujours avoir des extrémités, justement à l'extrême de ce qui est possible de faire. Et c'est pour dire que par ce contre-exemple extrême, tu vas contredire en fait ce que la majorité des gens vont expliquer. C'est-à-dire que si tu veux une boîte qui, dans la courbe de Gauss et dans la moyenne, nécessite que le plus vite possible, tu ailles chercher des clients avant même de te poser la question de ton pricing et ainsi de suite. Oui. Jusqu'au moment où non. Ouais. C'est vrai. C'est ouf en fait. C'est là que tu te rends compte que c'est juste du chaos, c'est juste du bordel. Et en fait, la théorie, elle te permet de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour juste éviter de devenir fou, quoi. En fait, c'est juste ça. J'avais une question. Tout à l'heure, tu disais que tu avais beaucoup de consultants, enfin du coup de personnes vraiment expertes de leur domaine de leur domaine de prédilection. Comment tu fais en sorte, quand tu as beaucoup de parties prenantes dans une stratégie, dans une implémentation, d'avoir un niveau de qualité qui est constant le plus possible? Parce que j'imagine que c'est une préoccupation. Et donc du coup, ça, comment tu gères au final? Quelle est ta méthode pour ça? C'est beaucoup de. Alors. En fait, j'aurais pas de méthode à te donner. Par contre, pour te dire, nous, l'advisory, on en est à la version 4.5 en 2 ans. Ok. Sachant que je parle même pas des proto-versions. Je te les compte même pas parce que sinon on serait à la version 6.5. Tu vois. Mais donc là, on a la version 4.5, c'est-à-dire que tous les 1 ou 2 quarters, en fait, on n'a pas complètement revu, mais vraiment upgradé en fait. Le modèle en le renforçant, en mettant en place de nouvelles choses, etc. Et en fait, le truc, c'est que forcément, on l'envisage vraiment comme un produit tech dans la construction, dans notre façon. C'est-à-dire que c'est du service, mais on a vraiment cette approche-là très produit dans la façon de le délivrer, parce que notre objectif, c'est que demain, on délivre le même niveau de qualité d'accompagnement d'un client à l'autre. Comment dire ? C'est même pas la qualité, parce que la qualité aujourd'hui dans ce qu'on produit, dans l'input, elle est là. Tu vois, elle est homogène. Chaque client reçoit la même chose. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est que demain, on évolue toujours au sein du même seuil en termes d'output. C'est-à-dire qu'on puisse te dire vraiment avec certitude, voilà, si tu bosses avec nous, si toi de ton côté, parce que c'est toi en tant que client qui va faire 90% du travail, faut pas l'oublier, mais si tu fais ces 90%-là, si tu fais ta part, c'est sûr et certain que tu vas évoluer au sein de ce seuil. Aujourd'hui, on sait que ce seuil, de notre côté, si tu fais le travail, on te fait progresser ton chiffre d'affaires d'année en année de 30%. Ok. Notre objectif demain, c'est de pouvoir te dire, ok, on est persuadé que demain, si tu bosses avec nous, year on year, tu vas faire minimum 30%, plus 30% de croissance, et maximum, tu vas faire plus 100%, j'en sais rien. Aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à ça. Ça fait 2 ans qu'on existe. Tu vois. Donc ça, c'est un vrai focus. Et ça passe par quoi ? Ça passe par, vu qu'on a une chaîne de production, c'est très taylorisé, ça passe par analyser à chaque fois où le bas blesse et là où on peut optimiser les choses. Et donc après, tu mets en place ce qu'il faut, de la doc. Donc on a un playbook, j'ai rédigé un playbook de 15 pages qui explique tout le process de A à Z. J'en doutais pas du tout. J'ai tout, tu vois, mais j'ai tout rédigé. On passe énormément de temps à faire monter les équipes en compétences. L'année prochaine, c'est l'année de la densité de talent. On va investir massivement dans du coaching individuel, collectif, dans la formation, en fait, quelle qu'elle soit. On est en train de mettre en place un système où tout le monde au sein de la boîte
aura un nombre de crédits pour aller nous-mêmes travailler avec les experts, donc prendre des heures avec les experts, donc s'auto-advisory, advisory, tu vois. Et donc, c'est un investissement massif. Donc, en fait, c'est ce qu'on dit à nos clients, c'est le fait de... Enfin, il y a un effet cumulé énorme, en fait, parce que bosser avec nous, c'est aussi investir... Enfin, bosser avec nous, c'est investir dans notre montée en compétences à nous, montée en compétences qui ruisselle sur nos clients. Donc, plus le temps passe, vu qu'on est en train de mettre ça en place, cet effet cumulé, et plus on sera fort. Je suis sûr que là, aujourd'hui, ce qu'on produit, mais ça sera de la gnognotte versus ce qu'on produira dans 5 ans. Hein. J'en suis convaincu. Pourquoi ? Parce qu'on met en place ce système-là qui repose sur une mécanique d'effet cumulé qui va faire que l'exponentielle, elle va être folle, quoi. Et en fait, c'est juste toujours se faire confiance et faire confiance au temps long. Mais là, quand je vois la courbe de performance entre ce qu'on produit aujourd'hui versus ce qu'on produisait il y a 1 an, il y a 2 ans, c'est juste phénoménal. Et du coup, c'est là où il faut pas voir le côté le 4.5 comme étant négatif. Au contraire, c'est que s'il y a une nouvelle version, c'est qu'on a appris de nouveaux trucs et que du coup, on améliore. Ouais. C'est pas on débug, hein. C'est pas on débug la méthode. C'est plus on rajoute des choses, quoi. Je le vois plus comme ça. En fait, c'est forcément du correctif. Alors, forcément, dans cette logique produit, je parle pas une nouvelle version, c'est pas que des patchs. C'est-à-dire que s'il y a un truc à patcher parce qu'il y a un bug, tu vas le patcher. Bien sûr. Mais là c'est donc là c'est pas une nouvelle version en tant que telle. Donc en fait, quand on sort une nouvelle version, quand on sort demain on sort la V5 ou la version la V5.5, c'est que ça sera déjà plusieurs patchs majeurs qu'on aura apportés à des problèmes de process. Mais surtout, ça sera en fait un produit qui résultera d'une nouvelle compréhension qu'on aura nous-mêmes de ce qu'on fait, en fait. Ça, c'est un truc, hein. Si je prends de la hauteur, t'as tellement d'entrepreneurs, t'as tellement de boîtes qui, si tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'elles ne savent pas, elles-mêmes ne comprennent pas complètement ce qu'elles font. C'est fou. Et nous, on a conscience de ça. On a conscience que notre compréhension de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte et à qui, ça évolue constamment, en fait. Et dès qu'on level up dans cette compréhension-là, on se rend compte qu'on est complètement à l'étroit dans l'advisory tel qu'on le pratique à l'instant T. Et donc, c'est là qu'on upgrade. Et ça va de pair avec non seulement une façon upgradée, donc level up de procéder, mais aussi avec un level up de fou au niveau des performances pour les clients, quoi. C'est dingue. C'est génial, mais en fait, t'as envie de finir le jeu, mais le jeu est interminable. Parce que plus tu prends de clients, plus tu nourris ton corpus, et donc plus t'as des réactions en plus à ce que tu enseignes ou à ce que tu enseignes, ou du moins ce que tu transmets. Et dans ce cas-là, sa réaction, il faut en tenir compte dans la façon dont tu briefes le prochain. Donc forcément, c'est sans fin, c'est passionnant. C'est passionnant. Franchement, c'est une vraie gymnastique intellectuelle pour l'équipe, forcément. Forcément, mais c'est ultra stimulant, quoi. Alors je vois que l'heure passe. Alors j'ai traité 1/10 des questions que je voulais te parler de contenu, je voulais te parler de LinkedIn, je voulais te parler de podcast, je voulais te parler de plein de trucs. Je voulais te parler d'AI. Moi j'ai encore, tu sais quoi, je peux en prendre encore une demi-heure si tu veux. Ok, bon, trop bien. Tu dis quand on coupe. Alors, j'ai un point commun avec toi, je préfère le dire, c'est que je déteste conclure les podcasts et je suis très mauvais là-dessus. Et toi, tu revendiques le fait d'être mauvais là-dessus, donc ouais, à nous deux, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour conclure cet épisode. Alors moi, je te propose, c'est que dans une demi-heure, on fasse la pire outro ever. Très bien, ok, parfait. Allez, on fait ça. Ça me va très bien. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais vraiment un truc qui fait date, quoi. Ok, très bien. Bon, il faut qu'on y cogite. Je voulais te poser une question. Tu as parlé tout à l'heure de ChatGPT. Alors c'est un peu le buzzword. J'essaie d'éviter, mais pour le coup, quelle va être la place pour toi dans l'écosystème du conseil de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses que aujourd'hui c'est assez mûr? Mûr dans le sens la technologie l'est assez et les gens sont assez mûrs pour faire des prompts qui valent le coup. Est-ce que tu penses que ça va suffire ou est-ce que tu penses que on est encore loin de mettre les consultants au chômage? Alors c'est marrant parce que tu vois je sais que tu es en train d'écrire un truc avec Kevin là-dessus, donc c'est pour ça aussi. Ah ouais, il est déjà écrit, hein. Ah ok, d'accord. Il est déjà écrit. Non, j'ai écrit un cours je voulais mettre un peu d'ordre dans mes connaissances sur ChatGPT, donc j'ai écrit un cours et au final ça fait un cours de genre 22 pages, tu vois. Ok. Qui est dispo sur notre site d'ailleurs.
Trop bien. Dans tous les cas, on mettra tous les liens. Je te demanderai les liens à la fin et on mettra tous les liens. Mais carrément. Et tu es assez fier de ce cours d'ailleurs, qui va falloir que je finisse par mettre à jour parce que tout va extrêmement vite. Ça parle pas, par exemple, c'était avant AutoGPT, etc. Donc il y a eu des évolutions depuis. Il y en a tous les jours de toute façon. Mais en gros, moi j'ai mis 2 mois à vraiment m'intéresser à ChatGPT parce que je voulais laisser le temps à la poussière de retomber, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on m'a posé la question avant. On m'a posé exactement cette question-là. Tu m'as posé. Où ça Chez qui C'était pas dans un podcast, c'était des clients dans un call interne. Bon, ça, j'ai pas copié. Et je leur ai... non, mais c'est une question très très légitime. En fait, à ce moment-là, moi, je m'étais pas intéressé au sujet et donc au sommet de mon Dunning-Kruger, tu vois, j'ai répondu ouais, non, mais en gros, OSEF, quoi. De toute façon, c'est du LLM, donc c'est juste du prédictif et tout. Et puis, un samedi soir et tout, j'étais tranquillement dans mon bureau sur mon tapis de marche, parce que je bosse en marchant. Et je me suis dit, ah bah tiens, on va aller tester quand même. Et donc, je suis allé creuser un petit peu. J'ai maté 2-3 vidéos sur YouTube pour comprendre un petit peu les basiques du prompt engineering à ce moment-là, pour être sûr de lui demander les bonnes choses, de pas, voilà, ce que j'avais cru comprendre qu'il fallait demander les choses de façon un minimum fine pour faire en sorte d'avoir des bons résultats. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, c'est un résultat, c'est une conversation que je partage dans ce cours-là dont je t'ai parlé. Et en fait, en une demi-heure, mais c'est-à-dire le temps qu'il me fallait à moi pour processer les questions que j'allais lui poser, hein, pas le temps qu'il fallait pour répondre, je lui ai fait produire une stratégie marketing / go-to-market avec un niveau de sophistication que j'ai jamais vu. Enfin, vraiment hallucinant en aussi peu de temps. C'est-à-dire qu'un humain, ça lui demande une semaine de travail, vraiment. Avec où tout était inclus. C'est-à-dire que tu avais un plan go-to-market avec 3 personas différents, 3 propositions de valeur par persona, 3 propositions de canaux par persona, une proposition de copywriting. Après, un Gantt pour organiser tout ça. Un budget, un prévisionnel de PNL et de rentabilité. Sur une cible très précise en plus, tu vois. Enfin, c'était vraiment secteur très précis et tout, machin. Une analyse concurrentielle. C'était ensuite des slides pour proposer, pour aller vendre la stratégie au CEO. Parce que là, c'était un travail de CMO. En gros, un travail que un McKinsey te facture 50 000 balles, littéralement, en une demi-heure. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Et pour te dire, à l'époque, c'était ChatGPT 3. 3, ok. Ouais, donc, c'était GPT 3. Là, depuis, il y a 3.5, il y a le 4 qui est sorti aussi. Donc, je te laisse voir un petit peu la potentialité le potentiel regain de qualité que tu pourrais avoir si tu refaisais ce travail-là. Et c'est là que j'ai compris que, ouais, il y a un truc. C'est-à-dire que le travail n'est jamais optimal, mais de même que celui d'un humain. Oui, il y avait des choses à revoir. Mais par contre, la structure de raisonnement, le gain de temps qui a été opéré par ça était phénoménal. Donc pour moi, par contre, j'ai compris un truc à ce moment-là, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, tu sais, cette variable entre les réponses et les questions, pour moi, le shift de l'IA et de ChatGPT, etc., et de cette démocratisation de l'IA, avant que l'IA nous tue tous, il est pas technologique. Il est philosophique. Parce qu'en fait, la technologie, ça fait un bail qu'elle est là, tu vois. Ça fait un bail qu'elle existe. L'IA, ça fait un bail qu'on en utilise au quotidien sans même s'en rendre compte. Et en fait, l'IA, ChatGPT, c'est pas un projet, c'est pas une progression genre exponentielle de l'IA par rapport à ce qu'elle était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, c'est juste une accessibilité plus simple au truc, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et en termes de puissance aussi. Tu vois, il y a pas une progression exponentielle. Il y a pas eu de singularité à ce niveau-là. Il y a pas eu de shift. Par contre, là où il y a un shift, c'est qu'en fait, c'est la singularité, elle est philosophique dans le sens où en fait, elle donne l'IA comme ça, l'IA grand public, elle donne le pouvoir non plus à ceux qui ont les réponses comme avant, mais à ceux qui posent les bonnes questions. Ouais, c'est ça. Et ça change absolument tout. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, l'IA donne le pouvoir à 2 types de personnes, aux créatifs, inventifs, qui ne connaissent rien au sujet, mais qui savent poser les bonnes questions.
et aux experts du sujet qui, par humilité et inventivité, vont aller poser les bonnes questions, notamment en faisant levier de leur expertise du sujet, leur connaissance du sujet, pour faire 90% de leur travail à une IA. Et dans les deux cas, en fait, t'en as un, le premier, qui s'ouvre un champ des possibles qu'il n'avait pas auparavant. Pourquoi ? Parce qu'il délègue la partie technique à une machine. Et de l'autre, un mec qui, dans l'absolu, une personne qui pourrait produire la même chose, mais qui va déléguer, en fait, le heavy lifting à une machine. Et qui, donc, en fait, va décupler son output par 10, 20, 100, tu vois. Et c'est là que j'ai compris, en fait, vraiment l'impact de l'IA. Donc, pour moi, en fait, l'IA va pas tuer les consultants. Il va tuer les consultants qui ne savent pas s'adapter. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre à d'autres consultants qui s'adaptent, qui ont compris cet état de fait, de devenir des super consultants. Enfin, des méga consultants, tu vois, qui vont x100 leur output. Et je le vois au quotidien. J'ai quelqu'un de mon entourage qui est DevOps, mais il a x100 son output. Il a x100 son output, littéralement, quoi. Et avec un niveau de qualité qui est maintenu. Donc la vraie singularité, c'est ça. Donc non, en fait, ça va pas tuer des métiers. C'est comme l'art. L'art, je suis convaincu que l'art, que l'IA ne va pas tuer l'art. Par contre, elle va créer un nouveau pan alternatif à l'art technique, à l'art traditionnel, l'art génératif, qui va cohabiter en fait. Mais il y aura pas d'alternativité en fait au truc. Ça va être un nouveau pan d'expression où en fait tu délègues 100% de l'aspect technique du processus créatif à une machine pour toi te concentrer sur l'aspect purement inventif, imaginatif, etc. Et donc en fait ça va être deux trucs qui vont parfaitement cohabiter et je suis persuadé que demain t'auras des expositions d'art 100% génératif qui auront autant de cred, qui généreront autant d'intérêt que des expositions d'art technique traditionnel, quoi. Mais tu sais, quand tu composes une musique, tu peux passer 1 heure sur ta chaise en train d'essayer de faire un truc et d'un coup ça y est, t'as pigé ce que tu voulais faire, ça y est, ça vient, et en fait tu fais tu prends ton Ableton ou peu importe, ou ton Fruity Loops ou peu importe ce que tu veux, et en fait en 3 minutes t'as fini ton son. Après évidemment tu dois le remasteriser, etc. Mais en fait t'as mis quand même plusieurs heures à le cogiter. Et moi je pense que ça va être ça en fait le truc. Tu vois, la réalisation en fait va perdre de la valeur. Mais par contre, le cogiter, on aura toujours besoin de le faire, tu vois. C'est un peu mon intuition. Il faudra toujours avoir une expertise, comme tu l'as dit, ou une sensibilité. Je pense que c'est l'un ou l'autre, mais il faudra au moins l'un des deux, quoi, obligatoirement. J'avais vu une interview d'Ed Sheeran. Je crois que c'était chez Hugo Décrypte. Ok. C'est marrant. Elle date de fou cette vidéo. Et en fait, Ed Sheeran, j'écoute pas trop Ed Sheeran. D'ailleurs, qui avait fait une version de son morceau avec Bad Habits, avec Bring Me The Horizon. On revient. Et qui est trop bien. Alors, et qui est mieux que l'original. Ouais, c'est ça, de ouf. Qui est archi mieux que l'original. Et en fait, il était interviewé par Hugo Décrypte qui lui demande c'est quoi ta recette pour faire un tube? Et en fait, ça m'avait marqué parce que tu sais, on parlait de théorie, etc. machin. Et j'ai compris ce que c'était vraiment le niveau d'expertise, d'atteindre un niveau d'expertise tel que tu n'es même pas capable de théoriser ce que tu fais. C'est-à-dire que sa réponse, franchement, elle est frustrante de fou parce que tu sens que même lui, il sait pas expliquer foncièrement, tu vois. C'est-à-dire qu'il a quelques éléments il a quelques éléments, mais il saurait pas t'expliquer. Ouais. Mais processiser la créativité, c'est un fantasme. C'est un fantasme, mais lui-même ne saurait pas t'expliquer. Par contre, je suis persuadé que de par son niveau d'excellence dans ce qu'il fait, si tu demandes à une IA de générer 50 propositions de hits de l'été avec un prompt de fou, etc. Eh ben, il y a que un mec du niveau d'Ed Sheeran qui sera capable, parmi ces 50-là, de te dire c'est celui-ci qui va marcher. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais je sais que c'est celui-ci qui va marcher. Et ça, il faut m'expliquer comment une IA serait capable de le faire. Bah après, du coup, vu que t'as pas de coût de production, tu paries sur l'efficience du marché offre-demande pour faire le tri. Donc, en fait, tu peux pas le prédire, mais du coup, tu peux faire des tests à pas cher. Mais par contre, c'est-à-dire que tu pollues tout ce qui produit, en fait. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, t'as une réalité de marché qui fait que cette saturation va desservir tout le monde. Exactement.
C'est-à-dire que tu peux pas, à partir du moment où, tu vois, c'est dans l'intérêt de personne. C'est pas dans l'intérêt de la demande, c'est pas dans l'intérêt du marché, mais c'est pas dans l'intérêt de l'industrie. Donc c'est pour ça que l'industrie musicale, en tout cas, mais toutes les industries vont freiner des quatre fers pour l'industrie musicale, par exemple. Elle combat de fou. T'as entendu cette histoire avec le morceau de The Weeknd et Drake, je crois que c'est Drake, c'est ça. qui a buzzé de fou. Mais en fait, elle a été des plateformes de ouf de partout. Cette musique, elle est quasiment inaudible. En fait, aujourd'hui, tu peux quasiment pas l'écouter. J'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais entendu en tant que tel, en effet. Ouais. Mais pourquoi ? Parce que ils ont tout à fait conscience de ça, que de toute façon, une industrie tient si tu as un équilibre très souvent très fragile entre l'offre et la demande. Et qu'à partir du moment où tu crées ce déséquilibre-là par une saturation d'offres, et ben là, tu crées un énorme problème parce que ton signal devient un bruit, quoi. Et donc, si demain, c'est le principe élémentaire de rareté en marketing, mais si demain, Ed Sheeran part grâce à l'IA, peut te sortir non pas un morceau tous les 3 mois, par exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est que des singles, mais peut t'en sortir 5 par jour. Sa carrière, elle est finie. Ouais, sa carrière, elle est finie. Et c'est pour ça que, les musiciens, leur métier, c'est de faire de la musique. Donc, je peux t'assurer que Bring Me the Horizon, pour un morceau qui sorte, pour un single qui sorte en ce moment, ils t'en ont composé 15. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, la question, c'est pas à quelle vitesse tu es capable de produire, mais justement, comment est-ce que tu identifies le signal parmi le bruit ? Et en fait, c'est ça la vraie compétence d'un artiste. Tu vois, c'est ça la vraie compétence d'un entrepreneur. Et ça, encore une fois, je vois pas comment une IA serait capable de remplacer l'humain à ce niveau-là. Je vois pas. Et donc, moi, je m'inquiète pas du tout là-dessus. Moi non plus, je suis d'accord. Mais comme tu l'as dit, expertise, sensibilité, en effet, en fait, j'ai rien à rajouter, tu vois. Je vais pas dire de truc bête par-dessus un truc intelligent, tu vois. T'as dit vraiment, je suis 100% d'accord. Non, mais l'avenir me prouvera l'inverse. Hein, non, mais c'est clair. C'est clair. C'est un faux problème, le coup de remplacer des métiers. Par contre, ça va poser des questions sociétales, ça c'est clair, qui sont intéressantes de se poser, comme des trucs comme le revenu universel, etc., etc. Parce que oui, en effet, il y a peut-être des tâches de production qui vont sauter. Mais l'intelligence, elle sera pas. En fait, c'est presque un abus de langage, intelligence artificielle. Tu vois, c'est plus de la production artificielle, tu vois, que réellement de l'intelligence artificielle. Complètement. Là aujourd'hui, en tant que tel, là, t'en reviens à des considérations très, très philosophiques aussi. Qu'est-ce qui définit une intelligence ? Est-ce que c'est simplement une force de calcul ? Si oui, dans ces cas-là, l'intelligence artificielle est infiniment plus intelligente que nous. Est-ce que l'intelligence est la rencontre entre une force de calcul et une sensibilité et une conscience ? Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence ? J'en sais rien. Mais après, c'est sûr. Enfin, le truc, c'est ça dépend toujours de la temporalité dans laquelle tu regardes. C'est-à-dire que oui, c'est sûr qu'à court terme, ça va mettre le sbeul. Hein. C'est sûr. Et ça a déjà commencé à le mettre. Enfin, oui, ça va organiser un certain nombre de choses au niveau de l'emploi, etc. Est-ce que c'est pour le mieux ? Ça, je pense que ça serait juste une profession de foi de ma part ou de la part de n'importe qui que de dire que oui, dans les 10 prochaines années, on vivra mieux ou moins bien grâce à l'IA. Ça, franchement, je pense que c'est propre au biais de chacun. Par contre, sur le temps long, je pense que l'IA va être qu'un outil de plus, qu'un chapitre de plus dans le cheminement de l'humanité qui tend à tracer la même courbe depuis des centaines et des centaines d'années, en fait. Je pense pas que, tu vois, à l'échelle de l'humanité, si tu regardes sur un certain nombre de métriques démographiques, économiques, etc., je pense pas que l'IA va causer un énorme boom exponentiel du truc. Mais dans tous les cas, tout est parfait. Tout est parfait. Je veux dire, on va savoir s'adapter. L'humain, tout va être efficient, tout va réussir à s'adapter. Peut-être que ça sera dans la douleur, ça c'est envisageable. Mais sur le long terme, j'ai tendance à croire que on va savoir réagir à ce genre de techno et de changement. T'as vu la théorie de l'alignement ? Alors, alors vas-y, redonne-moi du contexte. J'ai déjà entendu, mais. C'est sorti, je suis pas expert du sujet, mais c'est un truc qui fait un peu péter la tête quand même. En gros, c'est une ONG
qui prévient depuis 2005, depuis les années 2000, et 25 ans, qui préviennent contre les dangers de l'IA. Donc, c'est des Américains très geeks, tu vois, donc vraiment qui ont un niveau de connaissance et de clairvoyance du sujet qui est assez fou. Et en fait, qui expliquent, et leur leader, entre guillemets, l'a expliqué dans un podcast qui a fait pas mal de bruit, qui est traduit en français, qui est dispo en français, c'est un extrait de 20 minutes, où il explique en fait que selon cette théorie qui n'a été débunk par personne, et lui en fait il demande à ce qu'on lui prouve l'inverse parce que lui ça le rend fou, mais qui explique que de par cette théorie-là, ce principe-là de l'alignement, qui est un vrai sujet au sein de la communauté IA, enfin qui est un vrai sujet ontologique de l'IA, qui est que pour n'importe quelle tâche donnée que tu demanderas à une IA, parce que l'IA, elle est là pour que tu lui demandes d'accomplir des tâches, et ben en fait, l'accomplissement de cette tâche-là inclura forcément, au bout d'un moment, que dans son équation à elle, parce qu'elle est là pour processer un calcul, que pour accomplir cette tâche-là, à un moment, elle réalisera que c'est nécessaire que l'humain ne soit plus sur Terre. Oui, si, ça y est. Bon, ça y est, je l'ai. Ok. Tu vois ? Ouais. Et que donc, pour continuer de réaliser cette tâche-là... Ouais, éradique le cancer. Le meilleur moyen d'éradiquer le cancer, c'est d'éradiquer tous les porteurs du cancer. Et donc les êtres humains, parce qu'elle va se rendre compte que c'est au sein du corps humain que tu peux produire des cellules cancéreuses, et donc bim tu dézingues l'humain, comme ça problème résolu. Et donc il explique toute cette théorie là, et en fait ce qui fait flipper, c'est que il explique que ça c'est un raisonnement purement logique, mais derrière il t'explique derrière un exemple de scénario auquel lui a pensé, qui fait parfaitement sens, de comment est-ce qu'elle procéderait pour dézinguer toute l'humanité d'un coup, en simultané. Et lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que son scénario fait parfaitement sens, tu vois. Il fait sens, mais surtout, lui, ce qu'il dit, c'est... Voilà. Ce scénario-là, c'est le scénario d'un niveau de sophistication de ce qu'un humain de mon niveau intellectuel est capable de produire. Oui. En sachant que la machine est certainement supérieure. L'IA dont je parle est infiniment plus intelligente que n'importe quel humain. Donc, cette IA-là, évolue. Donc, on nous parle d'un horizon à 5-10 ans, tu vois. Cette IA-là, évolue donc dans un seuil de sophistication de sa pensée, entre guillemets, un seuil de sophistication qui dépasse l'entendement de ce que l'humain peut même penser. C'est-à-dire que elle est ouverte à un champ des possibles qui est juste pas intelligible pour nous, tu vois. Et donc en fait, il dit, si moi je suis capable de penser à ça, mais évidemment qu'elle y pensera, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est factuel, mais surtout qu'on est incapable de prédire ses moves, parce que ça dépasse l'entendement intellectuel de ce qu'on est capable de process, nous, tu vois. Et en fait, tu vois ça, tu te dis, c'est vrai. Merde. Après, moi, il y a un truc qui me fait relativiser, c'est que la phobie de l'homme depuis 80 balais, c'est qu'il y ait un président qui ouvre cette fameuse mallette nucléaire et qui appuie sur le bouton. C'est on a entendu nos grands-parents, ils nous ont bassiné dessus, nos parents aussi, et puis nous, même en ce moment, c'est ultra actuel pour le coup. On a une guerre avec un mec qui a quand même l'arme nucléaire dans les mains, et ça nous fait flipper. On en parle toutes les semaines. Alors moi, je regarde pas la télé, mais il paraît qu'on en parle. Mais on a toujours eu peur de ça, d'éradiquer le truc. Avant ça, c'était le soleil qui allait engloutir la terre parce qu'il allait grossir. On a quand même très peur de ça aussi. Donc on a aussi ce que tu dis, en fait, bah oui, en effet, oui, c'est enfin ce qu'il dit, du coup, ce que tu nous racontes, ce que tu nous relates, c'est bah oui, ça s'entend et ça fait flipper. Mais on a tendance à flipper vachement sur ce genre de sujet aussi, quand même. Alors ça, c'est sûr qu'on a cette fascination là pour notre propre destruction. Et on croit en Dieu pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Ça, c'est clair. Donc c'est pour ça que oui, il faut toujours tout, comme tu l'as dit, tout relativiser. Mais par contre, pour moi, on rejoint, tu vois, cette théorie-là rejoint la même théorie que la théorie de l'effondrement, dans le sens qu'elles sont toutes les deux backées par des raisonnements à la fois logiques, physiques, et par de la vraie data. Bien sûr. Donc la data qui est toujours biaisée, hein, tu peux toujours, c'est sûr,
Mais en fait, pour moi, c'est deux théories qui dans leur sophistication et dans leur validité, ne serait-ce que intellectuelle, vont pas forcément être dans la même ligue que la théorie, que 2012, que la fin du monde en 2012. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, oui, c'est sûr que cycliquement, on a toujours cette propension-là à être fasciné par notre propre Armageddon, quoi. C'est ça. Mais c'est là qu'on en revient, tu sais, à ce truc-là très, je pense, anthropologique, en fait. Tu sais, ce truc de... je sais pas pourquoi il y a cette constante-là dans l'humanité de prédire son propre apocalypse, tu vois. Quelle place, tu sais, au niveau évolutif, tu vois, au niveau de quelle place ça occupe, quel rôle ça joue, en fait. Ouais, moi, je pense ça a forcément une fonction. C'est un mécanisme de survie. Si t'as peur de ta mort, tu fais gaffe tu préserves ta vie, tu vois. Je suis très basique, moi, dans mes raisonnements. Mais j'ai tendance à croire qu'il y a un truc aussi dumb que ça, en fait. Ouais, c'est sûr, mais à chaque fois, tu vois, enfin, comment dire, c'est la menace de l'apocalypse. Il y a quelque chose de l'ordre du macro, de l'événement macro qui dépasse complètement ton champ d'action en tant qu'individu. Donc en fait, tu peux rien y faire. Et par définition, c'est quelque chose de fatal, dans le sens fataliste du terme, c'est-à-dire que tu ne peux rien y faire par définition. Les cavaliers de l'apocalypse qui débarquent, les 7 cavaliers de l'apocalypse qui débarquent et qui te dézinguent ta race, tu peux rien y faire. C'est foutu, c'est comme ça. Tu vas te manger des sauterelles partout dans les yeux et tout, machin, c'est mort. Mais idem avec l'IA. L'IA, il y a ce côté, tu vois, cette théorie de l'alignement, il y a ce côté de fatalement, on ne pourra pas en sortir. Donc en fait, vu que tu n'as aucun champ d'action, qu'est-ce que tu peux y faire en fait ? Mais en fait, donc je me demande en fait, tu vois, qu'est-ce que, genre, quelle fonction ça sert, ça, tu vois ? Je sais pas. Est-ce que c'est justement ça qui te permet de renforcer ta religiosité, qui te permet de maintenir cette cohésion du groupe, tu vois, à faire corps face à un truc inepte, tu vois, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais, ça t'oblige du moins à être conscient d'une éventualité, et donc du coup d'avoir de la conscience dans le sens propre du terme, et donc du coup oui, ça ressemble peut-être au fait d'être devenir religieux. De toute façon, moi j'ai toujours dit que la Bible, tu remplaces le mot Dieu par le mot conscience et ça met tout le monde d'accord. Mais tu vois, c'est peut-être ça en fait. Ça nous oblige à avoir de la conscience, le fait d'avoir peur comme ça d'un truc complètement immaîtrisé, enfin qu'on ne peut absolument pas maîtriser, complètement fatal, etc. Ça me parle, ouais, c'est clair. On n'aura pas de réponse aujourd'hui, je crois. Non, mais je sais même pas si on a une en fait. Bon, si on a une ou plusieurs. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, ça va être le moment fatidique. On a parlé donc on avait parlé d'un dixième, on a parlé donc de 2 dixièmes de la conversation, mais il va falloir qu'on rende l'antenne, qu'on rende le micro, comme on dit. On se fait un deuxième épisode pour parler des 8 dixièmes restants quand tu veux. Ah écoute, c'est la meilleure. Je pense c'est la meilleure. Tu peux pas me faire plus plaisir. Ça serait un énorme kiff. Franchement, quand tu veux. Il y a contenu, il y a plein de choses. Et surtout que je veux bien faire un teasing. Tu m'as dit que ta boîte c'était un prétexte pour écrire, pour parler de contenu. Donc du coup, je pense qu'on peut faire un super épisode. Parce que pour le coup, t'es très bon en podcast, t'es très bon sur LinkedIn. Et donc je suis persuadé que tu nous amèneras plein de pépites sur ça. Eh ben avec grand plaisir. Si tu veux, on se fait une masterclass là, genre hors série, trop bien, sur le contenu sur LinkedIn. En plus là, je suis en train de retravailler de remettre à jour mon playbook avec ma strat LinkedIn qui a beaucoup évolué. Donc si tu veux, moi quand j'ai sorti ça d'ici quelques semaines, on se refait ça. Trop bien. On peut se faire un truc newsletter, machin. Je te désosse tout mon média, newsletter, podcast, LinkedIn et tout machin. Excellent. C'est un gros truc. Trop bien. Et moi, je te renvoie mon invitation en live pour les jeunes branches. Trop bien. Et si on se fait ça cet été, même en live, Montpellier, Toulouse. Ok, trop tu veux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ton temps parce que je crois que là tu viens de mettre un lapin au gars tu devais avoir au téléphone à Sarcy. Ah, c'est Julien. C'est Julien, mon traffic manager, traffic manager de la boîte. Mais c'est bon, je l'ai prévenu. Bon. Et il m'en voudra pas, mais il a l'habitude que je suis tout le temps là-bas. Ok, d'accord. Bon, tu lui présenteras toutes mes excuses. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé autant. Franchement, c'est un épisode que j'ai adoré faire. Et franchement, cool. C'est un énorme kiff et j'ai hâte de faire le suivant.
Eh ben, quand tu veux. Franchement, tu me dis, je reviens. Laisse-moi revenir de Skelésiade là dans 2 semaines avec mon équipe, et après on fait ça quand tu veux. Trop bien. Juste avant de rendre du coup, d'arrêter cet enregistrement, on va mettre plein de liens qui te concernent parce qu'il y a plein de choses à lire. Mais si toi, tu dois nous conseiller d'en suivre un plus qu'un autre, un des liens qu'on va mettre dans les notes de l'épisode, ça serait lequel? La missive. skelesia.co/la-missive. Trop bien. Et on mettra tous les autres liens pour le podcast, les newsletters, l'académie, ou je sais plus comment tu l'appelles, en tout cas la partie où tu partages tous tes cours, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est un truc de dingue. Exactement, voilà, ça, le campus. Le campus, ouais. On mettra la chaîne YouTube, on mettra tout ça. Allez voir le travail de Benoît, c'est absolument génial. Benoît, merci beaucoup. Il faut pas que tu raccroches parce que sinon on aura perdu le plod, mais on va quand même arrêter l'enregistrement. Bonne journée à tous et je vous dis du coup à très bientôt. Et on n'a pas fait notre outro pourri, mais c'est pas grave. Ah non, mais au contraire, elle est hyper bien. On tease le truc. C'est ça. Bon, on n'a pas tenu notre promesse de faire une outro pourrie, on a fait une bonne outro pour une fois. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est vrai en plus. On en profite ou pas? Parfait. Ok, bon, c'est parfait. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si t'es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.